Yann Boucher, travailleur social en clinique externe de psychiatrie des toxicomanies au CHUM. Pour vous mettre un petit peu en contexte, je travaille, moi, ma clientèle plus spécifiquement, là, c'est des gens qui sont plus marginalisés, souvent sans domicile fixe, des affiliés qui vivent l'itinérance chronique, qui n'ont pas beaucoup de réseaux non plus, mis à part peut-être les institutions, puis qui nécessitent un petit peu plus de flexibilité au niveau de nos approches, au niveau de notre disponibilité aussi. Je tiens aussi à dire que je ne suis pas un expert de la gestion des contingences là, pour pouvoir présenter cette capsule-ci. J'ai fait des recherches, des lectures, j'ai parlé avec plusieurs collègues, là, donc c'est un peu le culminement là, de tout ce travail-là, la capsule d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu de la présentation. Les objectifs de la capsule, donc, de façon plus large, là, le premier objectif est d'identifier certains outils qui visent à favoriser l'adhésion au suivi. Si on rentre un peu plus spécifiquement sur la capsule d'aujourd'hui, donc, ça serait de comprendre les principes de la gestion des contingences ainsi que les limites, utiliser puis appliquer des outils inspirés de la gestion des contingences, puis s'approprier la gestion des contingences dans les limites de notre cadre professionnel. Donc, un bref regard sur les approches qui favorisent l'adhésion au traitement, au suivi, c'est sûr qu'il y a l'entretien motivationnel, le case management ou la gestion de cas, prévention de rechute, réduction des méfaits, il y a gestion des contingences. J'ai mis autres parce qu'il y a certainement beaucoup plus d'approches que ceux-là. Je pense aussi au travail de proximité, la collaboration avec les différents partenaires. Donc, voilà. Puis, c'est des approches, en fait, là, qui situent les personnes au cœur de leur traitement, qui préconisent un esprit de collaboration, de non-jugement, puis une reprise de pouvoir. Ce qui m'amène à nous questionner aussi sur qu'est-ce qui peut représenter un obstacle lors d'un début de suivi. C'est sûr, je pense à la présentation qu'ils viennent juste d'avoir, mais les expériences antérieures dans le réseau, si quelqu'un a déjà été coercité, qui ont su des traitements contre leur gré, etc., c'est sûr que ça peut laisser une marque pour pour les futures demandes de services, etc. Il y a la précontemplation aussi, si la personne ne reconnaît pas leur problème, mais pourquoi s'impliquer dans un processus de suivi, de rétablissement? Puis, il y a aussi les enjeux structuraux. Tous les exemples que je donne me font penser un petit peu à la capsule, là, mais les enjeux structuraux, notamment l'accès aux services, puis la flexibilité de ces services-là aussi, si tu manques trop de rendez-vous, l'attente peut être reportée encore plus longue. Donc, voilà. Une brève définition de la gestion des contingences. Bon, donc c'est un traitement qui est reconnu puis qui se base sur la thérapie cognitivo-comportementale puis le conditionnement opérant. Ça s'actualise en définissant un changement de comportement souhaité. Ce qu'on va souvent voir dans la littérature, c'est l'abstinence comme comportement, comme changement de comportement. Et puis, en utilisant des incitatifs externes, comme des prix découpants. Les incitatifs sont livrés selon un barème, donc à tous les mois après un dépistage négatif. Là, on va peut-être rentrer un petit peu plus en profondeur sur les barèmes puis les critères. Puis le but, c'est de renforcer positivement la poursuite d'un objectif ou d'un changement de comportement. Donc, les deux principaux que j'ai vus dans la littérature au niveau des types de gestion de contingence, qu'il y avait des bons échangeables, je pense à des cartes cadeaux, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis, il y a aussi l'utilisation de prix. Donc, mettons qu'à chaque mois, quelqu'un présente un dépistage négatif à la cocaïne, par exemple, elle va avoir un bon qui va lui donner la possibilité de participer à un tirage à un moment X là, qui est identifié avant le début de la gestion des contingences. Donc, puis aussi, c'est ça, la gestion des contingences, elle se greffe facilement avec d'autres approches comme la gestion de cas, les approches pharmacologiques, puis l'entretien motivationnel. Puis, là, tantôt, je parlais d'abstinence, mais ça peut aussi, le comportement peut aussi être l'assiduité au suivi. Donc, un peu les balises de la gestion des contingences. Donc, à quoi réfléchir si on veut offrir ce genre de traitement-là? Donc, à quel type de clientèle est-ce qu'on l'offre? Est-ce qu'on l'offre à un individu en particulier? Est-ce qu'on l'offre à un groupe de personnes? C'est quoi les problématiques? Les comportements visés, donc ça peut être l'abstinence, ça peut être l'assiduité au suivi, ça peut être le changement d'un comportement inapproprié. Les incitatifs externes, donc des bons, de l'argent, des cartes cadeaux.
est-ce que le renforcement il est assuré ou est-ce que la personne a plutôt une chance d'avoir une récompense? Donc, est-ce qu'elle est sûre si elle produit un dépistage négatif qu'elle va avoir une carte cadeau ou est-ce que ça va être la possibilité d'avoir quelque chose? L'ampleur du renforcement, donc, est-ce que c'est 15 20 100 1000 à quel moment est-ce qu'il est renforcé, puis à quelle fréquence est-ce que le renforcement positif est utilisé. Donc, est-ce que c'est une fois par semaine, puis à quel moment, ben, est-ce que c'est tout de suite après qu'elle ait apporté le dépistage négatif ou est-ce que c'est dans 3 mois à une date identifiée? Pendant combien de temps les renforcements sont utilisés? Donc, ça parle pour lui-même. Puis, à l'inverse, est-ce qu'un comportement indésirable va mener vers une punition? Donc, est-ce qu'elle va perdre des privilèges ou je n'ai pas d'exemple en tête parce que je suis moins une personne punitive dans la vie, mais c'est quand même quelque chose à réfléchir là, à ce niveau-là. C'est sûr que le renforcement marche généralement mieux que la punition en général. Quelques limites que j'ai identifiées là, au niveau de la gestion des contingences, ben, c'est sûr qu'on peut penser qu'il y a une difficulté de jumelage avec une approche de réduction des méfaits en raison de cette visée sur l'abstinence. Ce n'est pas impossible, par exemple, puis avec l'exemple qui suit, vous allez voir un peu comment on peut quand même introduire la réduction des méfaits. Des enjeux de financement, ben c'est sûr, si on est pour offrir des cartes cadeaux et des choses comme ça prend un cachet quelconque, là, ça prend des sous pour pouvoir l'offrir. Mais à garder en tête, c'est quoi les coûts réels, en fait, là, pour une personne, disons, qui consulte à maintes et maintes reprises dans les urgences, ben, c'est quoi ce coût-là? Qu'est-ce que ça représente, ce coût-là, versus c'est quoi le coût pour les cartes cadeaux, par exemple, qu'on voudrait introduire? Est-ce que les renforcements sont adaptés à la clientèle? Est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire sur les renforcements utilisés? Il faut quand même que ça soit significatif, sinon ça perd un peu de son sens. Les vulnérabilités des personnes présentant des difficultés en lien avec les jeux d'hasard, donc ça a quand même été identifié dans la littérature. Les enjeux structurels, on en a parlé un peu, mais l'accès aux services, par exemple, l'accès au logement aussi, les différentes politiques. Le rapport de pouvoir, j'avais trouvé ça intéressant, mais on peut s'imaginer qu'une une personne qui présente des grands enjeux sociaux puis des grands enjeux de santé sont peut-être pas dans une position de refuser une approche par gestion des contingences en raison des inégalités sociales qui sont inscrites. Il y a aussi un questionnement par rapport aux effets à long terme. Donc, une fois que la gestion des contingences est cessée, est-ce que les comportements qui avaient été identifiés dans la gestion des contingences, est-ce qu'ils se poursuivent au long cours? Il y a aussi tout l'enjeu de l'individualisation des problèmes sociaux, donc au détriment des enjeux structuraux, sociaux. Ouais, c'est ça. Puis, voilà. Puis, une difficulté à prendre en compte des enjeux un petit peu plus complexes, là, comme l'itinérance, le chômage, la maladie. Par contre, malgré ces limites, comment est-ce qu'on peut s'en inspirer? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette approche-là pour favoriser le processus d'engagement? Donc, j'ai quelques petits exemples à vous présenter. Là. Le premier exemple, c'est pour une personne hospitalisée. Là, on suppose dans ce cas-là là, qu'il n'y a pas trop, qu'il n'y a pas d'enjeux légaux là, de garde en établissement, puis des choses comme ça, pour garder ça un petit peu plus simple. Donc, on a une personne qui est hospitalisée depuis plus de 30 jours dans le contexte d'une décompensation psychotique. Les objectifs thérapeutiques de l'hospitalisation sont de stabiliser un traitement pharmacologique, puis de définir un plan sécuritaire avec la personne au niveau de l'hébergement. Par rapport à l'hospitalisation, on a déterminé avec la personne qu'elle puisse avoir 2 congés temporaires par semaine, un non accompagné, puis l'autre accompagné d'un clinicien. Le plan de contingence qui est convenu, c'est que si ça va bien selon les balises identifiées, est-ce qu'elle a respecté son heure de retour lors des sorties accompagnées? Est-ce qu'il respecte les règles sur l'unité à son retour? Une 3e sortie bonus pourrait être accordée. Pardon. Puis, dans ce cas-ci, en fait, la contingence, ça peut être appliquée parallèlement avec la réduction des méfaits parce que la cible, ce n'est pas l'abstinence en particulier. Donc, la personne, elle peut consommer pendant son congé temporaire non accompagné, mais ce qu'on va viser, c'est plutôt les comportements qui vont découler des périodes d'intoxication, puis un peu pour faire de la réduction des méfaits. Donc, si tu consommes pour plus de 100 ou peu importe, là, je dis n'importe quoi, mais on remarque que tes comportements sont un petit peu plus inadéquats sur l'unité, plus dérangeants, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter ces méfaits-là?
Puis, voilà. J'ai réparti les balises, donc pour cet exemple-là, donc à qui on s'adresse à une personne hospitalisée, c'est quoi les comportements qui sont visés? Bon, ben, on a le respect des règles sur l'unité, puis le respect du cadre établi pour les sorties non accompagnées. Si le comportement visé est respecté, elle pourrait bénéficier d'une troisième sortie non accompagnée. À quel moment le vendredi? La fréquence, ça sera chaque semaine. Est-ce que le renforcement est assuré? Oui. Évidemment, la fin du renforcement serait au congé d'hospitalisation. Puis, j'ai quand même vu un aspect punitif à cette situation-là. Si la personne revient complètement désorganisée, qu'elle présente un danger pour elle-même, pour autrui, bien, c'est sûr qu'il y a quand même un potentiel de perdre les sorties non accompagnées qui étaient initialement prévues là, au plan d'hospitalisation. À noter encore une fois que le renforcement a un impact qui est généralement plus positif que la punition. Donc, voilà. Bien, pour la même personne, on a identifié un autre comportement. Donc, une implication active dans les démarches d'hébergement. Ça peut être au niveau, au niveau de sa collaboration avec les questionnaires, au niveau de son implication avec le personnel qui œuvre avec lui. L'incitatif, donc si la personne collabore bien avec les questionnaires et qui est bien impliquée, on pourrait lui proposer un accompagnement à la cafétéria pour s'acheter des collations, par exemple. À quel moment? Bien, après la rencontre ou avant la prochaine rencontre. Quelle fréquence? Bien, à chaque semaine. Est-ce que c'est assuré? Oui. Puis la fin du renforcement viendrait au moment que les démarches d'hébergement soient complétées. Donc, c'est un peu des exemples non financiers là, que tu n'as pas besoin de sous, mais que tu as quand même besoin d'une implication au niveau du temps qu'on peut offrir à nos patients. Puis ici, je voulais faire un parallèle aussi avec le milieu d'hébergement parce que le cadre hospitalier et le cadre d'hébergement peuvent se ressembler par moment aussi. Fait que juste, on avait pensé, par exemple, d'identifier un comportement X là, en hébergement, donc soit le respect, par exemple, des autres camarades là, au niveau comment dire, au niveau des relations. C'est ça, d'être respectueux dans les relations. Puis, l'incitatif pourrait être, par exemple, d'avoir des points, puis ces points-là pourraient permettre donc de choisir un film, par exemple, à un moment dans la semaine ou de choisir un repas. C'est sûr à garder en tête qu'au niveau de l'hébergement, il peut y avoir des frictions au sein du groupe. Fait que moi, je pense quand on pense à la gestion des contingences dans un milieu d'hébergement, il faut garder en tête que peut-être c'est pertinent de l'appliquer à l'échelle du groupe plutôt que le cibler à une personne individuellement pour éviter des frictions de pourquoi lui, il peut choisir le repas puis pas moi. Donc, c'est un petit peu une chose que j'avais pensé là, en pensant à cet exemple-là. Un deuxième exemple qui est inspiré d'un projet pilote qu'il y a eu à la clinique ici en intervention de groupe. La recherche est disponible à la fin du PowerPoint. Donc, c'est un groupe d'intervention qui est composé de 5 personnes suivies en clinique externe de psychiatrie des toxicomanies. Un groupe qui se donne sur 12 semaines puis qui aborde différents termes comme l'hébergement, la consommation de drogues sécuritaires, l'hygiène personnelle. Les personnes qui ont été identifiées pour ce groupe-là présentaient des difficultés au niveau de leur présence au suivi en clinique externe. Donc, ça a été le comportement qui a été ciblé pour la gestion des contingences. Avant la tenue du groupe, les participants ont été rencontrés pour que cette approche-là leur soit proposée puis expliquée. On a demandé qu'est-ce qu'ils souhaitaient un peu. En fait, les renforcements étaient des cartes cadeaux. Puis, les participants ont pu se prononcer là-dessus. Donc, ce qui avait été identifié, c'était des activités culturelles, des activités d'implication sociale, là, comme d'aller au théâtre, d'avoir des cartes cadeaux pour des cafés locaux, etc. Puis, finalement, ça a été accepté par les participants. Puis la modalité un peu, c'est qu'à chaque séance, pour les présences, les participants ils recevraient des jetons, ce qui leur permettrait de participer à la pige de cartes cadeaux à la fin, à des séances identifiées, en fait. Donc, ici, les personnes identifiées, c'est des personnes suivies pour un trouble concomitant de santé mentale et de dépendance. Comportement visé, c'était la présence au groupe, les incitatifs, les cartes cadeaux. Le renforcement il était assuré. J'ai mis à partir de 3 présences parce que de la façon que
l'organisation des jetons se sont fait, les personnes pouvaient participer au pige après 3 présences au groupe. L'ampleur, j'ai marqué faible parce que c'était 20 les cartes cadeaux. À quel moment est-ce qu'ils recevraient ces cartes cadeaux-là? C'était à la 6e puis à la 12e séance. Fréquence, reçoit un jeton ou bref, les modalités de combien de jetons, mais il recevait au moins un jeton reçu à chaque semaine pour les présences. Puis il y avait 2 piges de cartes cadeaux pendant le mois. Pas pendant le mois, pendant la tenue du groupe, désolé. Puis la fin du renforcement est à la fin du groupe d'intervention. Pas d'aspect punitif identifié à ce niveau-ci. Donc, voilà pour le groupe. Puis, mon dernier exemple, en fait, pour une personne qui est suivie en clinique externe, à noter que ce n'est pas de la gestion des contingences à proprement dire, mais c'est un peu une façon dont nous, on l'applique puis qu'on s'inspire de. Donc, on a une personne ici qui présente un haut profil, un profil de haut utilisateur des services d'urgence, qui est hospitalisé à maintes et maintes reprises pour des idéations suicidaires sur fond de psychose. Un suivi en clinique externe a été proposé à plusieurs reprises dans les dernières années. Fait que la personne avait tendance à accepter dans un premier temps pour, bon, généralement, moi, je pense que c'était pour avoir congé d'hospitalisation, ce qui est comprenable, mais par la suite, c'était plutôt difficile d'avoir un suivi en clinique externe, malgré un travail de collaboration avec les organismes partenaires, malgré une présence dans le milieu par un travail de proximité. Pour encourager en fait son processus d'engagement dans son suivi à la clinique, nous, on lui a proposé une ouverture d'un compte en fiducie. Donc, le compte de fiducie qui vient offrir une motivation externe dans le processus d'engagement. Fait que ça permet au minimum un contact par mois avec la personne, soit le premier du mois, là, versus aucun contact du tout avec la personne. Puis pendant ce contact-là, il y a quand même différentes choses là, qui peuvent être travaillées, comme animer des rencontres avec des psychiatres, offrir le traitement d'antipsychotiques par injectable, par exemple, puis permettre de dépister un peu, est-ce que le traitement il fonctionne, est-ce qu'il y a des effets secondaires négatifs, est-ce que ça a un impact sur la maladie comme telle. Et puis, bon, il y a d'autres interventions aussi là, qui peuvent être appliquées pendant ce moment-là. Quand même garder un peu en tête le rapport de pouvoir, là, parce qu'on peut facilement devenir un peu banquier, puis perdre un peu la raison pour laquelle on a mis en place la fiducie. Fait que c'est quand même à garder en tête. Il faut aussi garder en tête que c'est une mesure qui est volontaire, c'est un outil qui est volontaire, l'administration par un tiers ou la fiducie. Il ne faut pas confondre cet outil-là avec la tutelle, là, qui s'inscrit plutôt dans une optique de protection des personnes vulnérables et inaptes. C'est une mesure qui est non judiciaire et qui vise à renforcer l'autodétermination puis la reprise de pouvoir. Les avantages de la fiducie, c'est sûr, ça l'assure une sécurité de revenus, là, qui c'est un peu en adéquation avec le plan concerté montréalais en itinérance. Ça permet un suivi minimal, là, comme que j'en ai parlé plus tôt. Ça favorise le processus d'engagement, puis ça peut aussi offrir un levier d'intervention au niveau du budget, au niveau de la stabilité résidentielle, par exemple. Donc, ça ne vient pas sans inconfort, là, cet outil-là. Fait que comme que je parlais, la focalisation sur la gestion financière au détriment des autres sphères. Donc, c'est ça, on n'est pas banquier, on n'est pas juste là pour offrir les sous, là. On a quand même une mission, un mandat derrière ça. C'est quoi nos responsabilités professionnelles aussi à l'égard des décisions des personnes puis des règles de l'aide sociale? Donc, je peux penser rapidement à une personne qui est en prison. C'est à qui de déclarer le changement de situation de la personne? Est-ce que c'est à nous? C'est quand même une question à réfléchir en équipe, nos responsabilités. Puis, évidemment, les rapports de pouvoir qui peuvent teinter la relation thérapeutique. La personne peut penser qu'on leur met des bâtons dans les roues parce qu'on ne veut pas retirer, mais au final, on veut gérer l'impulsivité et tout ça. Donc, quand même à garder en tête. Donc, ici, j'ai mis un exemple de contrat là, du contrat qu'on utilise pour la fiducie au CHUM. Les points à retenir, c'est vraiment le volontariat, l'objectif de la fiducie, donc une stabilisation du budget, prévention des dettes, stabilité résidentielle, une diminution de l'impulsivité, puis une autonomie au niveau des finances. Puis le cadre, c'est quoi le retrait maximal, le budget. J'ai un exemple de budget à la prochaine diapo. Dans quel contexte est-ce qu'on pourrait refuser
des retraits, puis que la personne demeure quand même responsable de ses finances-là. Donc, voici un exemple du budget, puis ça m'amène à conclure la capsule. Merci de votre attention.